J'ai sous les yeux une petite édition originale de Serre Chaude avec un portrait de Maeterlinck. Maeterlinck ou Maeterlinck. Maurice ou Maurice. C'est un problème qu'il est difficile d'aborder sereinement et qui veut dire: est-ce qu'on assume totalement la part flamande de Maeterlinck? Flamand d'expression francophone, bien sûr. Alors, le premier poème de Serre Chaude s'appelle Serre Chaude. Ô serre au milieu des forêts, et vos portes à jamais closes, et tout ce qu'il y a sous votre coupole et sous mon âme en vos analogies, les pensées d'une princesse qui a faim, l'ennui d'un matelot dans le désert, une musique de cuivre aux fenêtres des incurables, allez aux angles les plus tièdes. On dirait une femme évanouie un jour de moisson, il y a des postillons dans la cour de l'hospice, au loin passe un chasseur d'élan devenu infirmier, examiné au clair de lune. Une vie, une œuvre, Maurice Maeterlinck, 1862-1949, par Catherine Pont-Imbert et Jean-Claude Loiseau. Je dois vous dire qu'à l'époque, enfin, même assez longtemps avant cette époque, il ne supportait plus le Maeterlinck. Le Maeterlinck qui était connu le symboliste. Quand on lui parlait de Serre Chaude, qui quand même était un livre, pour reprendre un terme que j'ai déjà employé, fertile, puisque pour finir, les surréalistes ils ont vu une espèce d'ancêtre. Mais lui ne supportait plus ça. Et vraiment, toute sa première période, qui est la seule intéressante, vraiment, ça lui cassait les pieds. Par exemple, avec La princesse Maleine, son premier texte théâtral qui a fait tant de bruit à l'époque, il appelait ça une shakespearerie. Née à une époque charnière, dans un état fantomatique, cette jeune Belgique qui se cherche des racines, Maurice Maeterlinck est un homme du XIXe siècle. La Flandre où il a ses racines, mélange de charbonnage, de hauts fourneaux et de villes monastiques abritées derrière leurs murailles, est un carrefour de l'Europe. Jeune bourgeois, sportif et esthète, issu d'une famille gantoise éprise de langue française, très tôt, Maeterlinck donne l'essentiel de son œuvre. Il a 27 ans lorsque paraissent La princesse Maleine et le recueil de poèmes Serre Chaude. Je ne connais aucune œuvre dans laquelle soit enfermé autant de silence, autant de solitude, d'adhésion et de paix. Autant de royal éloignement de toute rumeur et de tout cri, écrivait Rainer Maria Rilke. C'est l'initiateur de la littérature moderne. C'est la première fois qu'on ne s'occupe pas du monde, de la description du monde extérieur, mais qu'on regarde comment bougent des mouvements de conscience qui ne sont pas toujours clairs, qu'on ne peut pas toujours nommer. Et en parlant comme ça, on se sent très proche du vocabulaire de ce que Nathalie Sarraute dit de son œuvre, par exemple. Et il faut donc apprendre en lisant à ressentir cet inexprimable et à pas du tout s'en tenir aux mots. Alors évidemment, pour la direction d'acteur, c'est la même chose. Si on joue les mots, si on joue les répliques, on ne joue rien. Alors on se distrait justement de l'essence même de l'écriture, qui est ce qui n'est pas écrit. Vous avez, Gaston Compère, rencontré Maurice Maeterlinck à Nice, à Orlamonde, sa dernière demeure, sur une terrasse au bord de la mer. En quelle année se situe cette rencontre ?
48 ou 49. Je ne sais plus exactement. Enfin, j'étais sorti de l'université et je venais de passer mon doctorat. Et voilà, comme je m'étais payé une grosse moto, et je me suis dit à l'époque que ce serait une idée d'aller jusqu'à Nice à moto. Alors, les vacances étant arrivées, eh bien, j'ai poussé sur le kick de la moto. Je ne sais pas si on dit encore le kick maintenant, mais à l'époque, c'est le kick. Et puis, ben voilà, je suis parti, oui. Et puis, quand je l'ai vu, je me suis bien aperçu qu'il avait surtout envie d'avoir des nouvelles fraîches du pays, quoi, oui. Il en était à l'époque éloigné depuis extrêmement longtemps. Vous savez, quand il a pu partir de la Belgique, il est parti sur l'impulsion, d'ailleurs, de Georgette Leblanc, oui. Et puis, on a vu de château en château descendre vers le sud. Et il s'est retrouvé à Nice, dans ce grosse bâtisse. Je me demande ce qu'il pouvait faire là-dedans, parce que c'était vraiment démesuré pour un homme à peu près seul. Enfin, il y avait sa femme, évidemment. Mais il ne recevait personne, c'était un personnage assez curieux, quoi. Un peu atrabilaire, comme ça. Je crois que les dernières années n'ont pas été très favorables pour son caractère, oui. Son dernier livre, je crois, il a mis à ma femme qui prolonge ma vie. Donc ça en dit non, oui. Bien sûr, lui, il avait le Nobel, alors il pouvait se permettre d'avoir des sauts d'humeur, c'est l'on veut dire, et de se réfugier dans la solitude. Par ailleurs, c'est un fait aussi que il avait une humeur très souvent bizarre. Alors, il est vrai, de temps en temps, il disparaissait comme ça. Et il fallait qu'on... C'est surtout été un homme qui aimait qu'on le laisse en paix, oui. Dès que les lèvres dorment, les âmes se réveillent et se mettent à l'œuvre. Car le silence est l'élément plein de surprises, de danger et de bonheur, dans lequel les âmes se possèdent librement. Si vous voulez vraiment vous livrer à quelqu'un, taisez-vous. Nous ne pouvons nous faire une idée exacte de celui qui ne s'est jamais tu. On dirait que son âme n'a pas eu de visage. Nous ne nous connaissons pas encore, m'écrivait quelqu'un que j'aimais entre tous. Nous n'avons pas encore osé nous taire ensemble. Et c'était vrai. Déjà, nous nous aimions si profondément que nous avions eu peur de l'épreuve surhumaine. Et chaque fois que le silence, ange des vérités suprêmes et messager de l'inconnu spécial de chaque amour, descendait entre nous, nos âmes à genoux semblaient demander grâce et implorer encore quelques heures de mensonges innocents, quelques heures d'ignorance ou quelques heures d'enfance. De Maurice Maeterlinck, on peut dire, Marc Quachber, qu'il est un homme d'idées dans la mesure où il a publié un certain nombre d'essais, mais j'ai envie de dire qu'il est d'abord et avant tout écrivain, avec ce style absolument incomparable et reconnaissable dès les premières lignes. Oui, sa langue, et j'ai envie de dire son univers, en effet, c'est unique en français. Et comme par hasard, d'ailleurs, au même moment, il y en a plusieurs. On peut dire la même chose de Claudel. Il est clair que ce n'est pas un philosophe, comme Bergson ou comme d'autres de ses contemporains, et qu'il faut dire que nous sommes devant un auteur dont la stratégie d'écriture, dès le départ, est double. Comme je pense d'ailleurs, l'homme est fondamentalement double. Et qu'il y a d'une part le développement d'une œuvre de fiction et d'autre part, appelons cela d'une œuvre de réflexion, qui passe d'abord par des traductions d'auteurs singuliers qui sont soit le grand mystique de langue flamande du XVe siècle qu'est Ruysbroek, soit le romantique allemand Novalis, à travers lesquels sans doute il se donne les assises de l'audace de son imaginaire. Et puis,
il va y avoir tout au long de sa vie et jusqu'à sa mort une production en prose qui elle aussi a un ton unique, c'est-à-dire qu'on reconnaît bien et qui est quand même une très belle langue française fluide, à travers laquelle il essaie d'une part d'expliciter ce que cherche non pas à expliciter mais à atteindre son théâtre, et d'autre part aussi à approcher ce qui est inexplicitable ou indicible. Évidemment, ce qu'on constatera aussi, c'est qu'au fur et à mesure que la vie et l'œuvre vont avancer, cette partie va un peu manger l'autre et va sans doute absorber une partie des énergies créatrices. Mais peut-être aussi, doit-on dire que, au-delà du jugement littéraire, par rapport au destin de cet homme, qu'il n'y a pas eu pour lui fondamentalement rupture. Qu'il y a d'abord ces petits textes en prose qui sont des nouvelles, disons, il y a les poèmes, il y a le grand déploiement du théâtre qui accompagne toute sa vie jusqu'au bout. La poésie n'est jamais totalement absente, puisque les chansons vont aussi continuer jusqu'à la mort, mais dans des proportions évidemment qui ne seront pas celles de la fin des années 80. Et puis il y a cette sorte d'explicitation en prose de ce qui ne peut pas se dire, et dans laquelle on peut se demander s'il n'a pas d'autant plus plongé que d'une part, il avait fait le tour par son théâtre de ce qu'il pouvait sans doute atteindre par le théâtre, et d'autre part quand même que le désastre qu'a constitué la Première Guerre mondiale pour des gens comme Maeterlinck ou Verat, mais l'a peut-être aussi amené, en dehors du fait de la vieillesse, mais à approfondir plus ce versant-là, et d'autant plus qu'il avait voulu sortir de ce qu'on appelle le premier théâtre pour tenter d'aboutir à une synthèse humaine habitable par ses contemporains. À Émile Verhaeren, Ostacker, 12 août 1890. Mon cher poète, j'ai reçu votre volume au bord de la route et, du fond du cœur, vous remercie de l'envoi. Il y a là-dedans des choses absolument précieuses et qui, très curieusement, m'ont confirmé en prose ce poète de la race erratique qui me requiert entre toutes et à laquelle appartiennent si divers Rimbaud, Maldoror, Walt Whitman. Puis cette étrange philosophie qui va chercher la sagesse au fond de la maladie volontaire est si complet. J'ai là-dessus les mêmes idées que vous, et je crois que les maladies, le sommeil et la mort sont des fêtes profondes, mystérieuses et incomprises de la chair. Je crois qu'il y a beaucoup à chercher de ce côté que vous avez exploré le premier, et que l'hôpital est peut-être le temple d'Isis. Est-ce vous aussi que je dois remercier du bel et trop bel article paru dimanche dernier dans l'Art moderne? J'ai cru y reconnaître votre marque, et si vous en êtes l'auteur, merci profondément. Et croyez-moi bien, vôtre, Maurice Maeterlinck. Chez Ruysbroek, le mystique flamand du XIVe siècle, dont il a traduit le livre des 12 béguines et l'ornement des noces spirituelles, Maurice Maeterlinck trouve une langue, cette étrange prose noire comme le vide, où les mots s'avancent simples et nus et ne sortent jamais du langage ordinaire. Paul Gorsex. Alors il se trouve que précisément, Ruysbroek a joué le rôle d'impact, de stimulus, si vous voulez, sur cette orientation du contenu, à savoir la découverte du moi transcendantal, n'est-ce pas? Et d'autre part, la forme. La forme, cette syntaxe tétanique, n'est-ce pas, qui fascine Maeterlinck, n'est-ce pas? En particulier, et cet aspect visionnaire, d'ailleurs, aspect visionnaire qui, de façon très différente, malgré tout, comment dirais-je, pourrait être associé à la vision de Villiers-d'Isle-Adam, toute proportion gardée, bien entendu, n'est-ce pas? Mais enfin, il est certain que là, chez Ruysbroek, il découvre un contenu, une forme, et plus encore, ce que peut-être les Belges disent avec moins de facilité que moi, français, il découvre une identité.
Il retrouve, n'est-ce pas, à travers sa traduction, car c'est écrit en flamand, et malgré tout, c'est un labeur ardu que de traduire Ruysbrock, comme de traduire les Die Lehrlinge zu Zeist de Novalis, du romantique allemand, n'est-ce pas? Il retrouve celui qu'il appelle l'ancêtre flamand, n'est-ce pas? Celui qui nous a donné des racines, et depuis que je l'ai rencontré, je cite à peu près de mémoire, notre art, il pense au symbolisme, ne me semble plus suspendu dans le vide. Je pense qu'il n'y a pas de confession qui soit plus directe. Et s'il revenait un jour, que faut-il lui dire? Dites-lui qu'on l'attendit jusqu'à en mourir. Dites-lui qu'on l'attendit jusqu'à en mourir. Et s'il m'interroge alors sans me reconnaître, parlez-lui comme une sœur, il souffre peut-être. Parlez-lui comme une sœur, il souffre peut-être. Cette écriture de Maurice Maeterlinck dont vous dites, Gaston Compère, qu'on la reconnaît immédiatement, comment est-ce qu'on pourrait la qualifier? Vous savez, il y a toutes sortes d'ingrédients là-dedans. Mais ça, c'est absolument, je crois, indéfinissable. Les mots sont mis de telle façon qu'il n'y a jamais eu que lui pour les avoir mis comme ça. Je ne sais pas si vous lisez de Victor Hugo, c'est exactement la même chose. Il y avait Verhaeren à l'époque qui était lui aussi doué de ce don. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si le fond n'est pas... C'est une chance pour lui, peut-être parce que ça permet à la rêverie de s'installer. Si le fond n'est pas très consistant, justement, il a au moins un mérite qui vaut sans doute la consistance, c'est-à-dire la poésie, oui. Et ça, il faut bien dire, c'est une poésie qui n'avait jamais été exprimée jusqu'à l'époque, oui. Et c'est vrai que c'est très facile de rire de ce genre de texte. Mais par ailleurs, dans d'autres occasions, vous seriez prêt à pleurer, quoi, oui. Je ne sais pas si j'en ai certainement parlé. On a retrouvé un manuscrit de Maeterlinck chez Éluard. Et on se demande comment il n'a jamais pu aboutir chez Paul Éluard. Et alors, ce manuscrit est un manuscrit de notes qu'il avait prise. Et on a appelé ça le cahier bleu, je ne sais pas trop pourquoi. Je suppose qu'il avait une couverture bleue. Et ça a été une découverte capitale pour comprendre Maeterlinck. On a reconstitué à la Fondation Maeterlinck de Gand le cabinet de travail de Maeterlinck à Orlamonde. Les meubles originaux en bois précieux ont été transportés ici au milieu des années 70 et ils contiennent encore une grande partie de la bibliothèque du jeune Maeterlinck, la bibliothèque qui n'a cessé d'augmenter tout au long de sa vie. Cette bibliothèque qui se trouve donc aujourd'hui à Gand et qui provient d'Orlamonde est une bibliothèque assez imposante qui est peut-être, Fabrice van de Kerkhove, un peu à l'image de ce qu'était Maurice Maeterlinck à la fin de sa vie. Personnage imposant, jouissant d'une grande notoriété, et les meubles sont peut-être un peu à cette image-là. Oui, ils ont un caractère solennel. Ce bureau de travail était au cœur de la grande demeure d'Orlamonde, avec d'immenses colonnades, de longs couloirs qu'il parcourait à patins à roulettes, dit-on. La salle à manger
où il dînait en tête-à-tête avec René. Maeterlinck avait des dimensions démesurées. Je pense un peu à Citizen Kane. On y retrouve les Shakespeare, les Élisabéthains qu'il a annotés au moment où il écrivait Malène. On y trouve les textes des pré-raphaélites anglais, son Swinburne, les feuilles d'herbe de Walt Whitman, qu'il lisait en anglais. Son édition des contes de Grimm, illustrée par Walter Crane, une des sources de son premier théâtre, ainsi que beaucoup de livres qu'il a reçus de ses admirateurs. Par exemple, j'ouvre ici une édition des Schwärmer de Musil avec une longue dédicace qui est en fait une citation du Trésor des humbles. Ici vous avez une citation de Walt Whitman. Alors le cahier bleu, qui date donc de 1888, contient énormément de notations. Je suis au hasard sur une page où j'arrive à déchiffrer, bien que l'écriture de Maeterlinck soit assez difficile à lire. Le territoire de la poésie française a toujours été extrêmement sablonneux, c'est cela? Sablonneux, oui. Oui. Et a été calciné dès l'origine par l'ironie, en sorte que nulle autre culture qu'une culture intensive n'y a jamais été possible. Oui, dans le cahier bleu, Maeterlinck se plaît à mettre en parallèle une culture latine jugée superficielle, minée par l'ironie, et une culture germanique qui permet à ceux qui la pratiquent d'entrer dans un contact beaucoup plus étroit avec le réel, ce qu'il appelle un contact humide avec le réel ou sadique. Mais étant lui-même, au fond, héritier de cette double culture, il a sans cesse puisé dans l'une et dans l'autre. Et pour lui, l'ironie française est le signe de la rupture avec le monde et la tradition germanique à laquelle il cherche à se rattacher est au contraire une culture de l'adhésion au monde. Le pays dans lequel il y a immédiatement accrochage à Maeterlinck, alors que ce n'est pas dans cette langue que les pièces sont écrites, c'est l'Autriche-Hongrie. Avec Hofmannsthal qui, en 91, monte une des 3 pièces pour marionnettes, et avec un effet, je veux dire, d'imprégnation qui va jusqu'à Rilke, qui va jusqu'à Musil, et qui touchera encore aujourd'hui Cantor, c'est-à-dire cette Pologne, qui a fait aussi partie de l'Ancien Empire. Et que la réception de Maeterlinck, évidemment, elle est mondiale, elle va jusqu'en Chine, elle va jusqu'au Japon, elle existe en Allemagne, mais c'est Verhaert qui accroche en Allemagne, c'est Maeterlinck qui accroche en Autriche-Hongrie. Et ça, je pense que ce n'est pas un hasard. Et que, comme par hasard, de cette Autriche-Hongrie, depuis une vingtaine d'années, nous acceptons dans nos traditions de langue française le fait qu'une partie de la modernité est sortie, avec les figures de peintres et les figures d'écrivains qui, je pense, connaissent un effet d'accélération dans la découverte de leur génie propre à partir de la réception de l'œuvre de Maeterlinck et de la peinture de Knopf. Comme Maeterlinck a toujours reconnu qu'en ce qui le concernait, le double effet qu'il amène à lui-même, c'est d'une part Ruysbroeck, l'admirable, le mystique du XVe, et c'est d'autre part cet écrivain qui est important, mais enfin qui ne passe pas dans la tradition française comme Zola ou Mallarmé, c'est Villiers de l'Isle-Adam, auquel il rend hommage jusqu'à la fin de sa vie, comme à Mallarmé d'ailleurs, Mallarmé qui écrit des choses admirables sur lui. Mais Villiers et Ruysbroeck, je pense, c'est ce qui explique Maeterlinck, comme Maeterlinck et Knopf vont expliquer la plupart des grands produits de l'Autriche-Hongrie, cette Autriche-Hongrie qui, elle, à travers Freud, donne un discours du non-discours, c'est-à-dire le terme et la théorie de l'inconscient.
projet de lettre inachevée à Henri de Régnier, novembre 1890. Mon cher confrère, pardonnez-moi si je vous remercie un peu tardivement de l'envoi des admirables poèmes anciens et romanesques. J'étais en Angleterre ce mois passé et n'eus votre livre qu'à mon retour. Et voici que je retrouve en lui quelque chose de cette précieuse humidité de là-bas, quelque chose de cette acuité et de cette moiteur spirituelle, d'une âme qu'on dirait tout en muqueuse et en contact presque sadique avec l'univers. Quelque chose aussi de ces légendes du roi Arthur et de Spencer, dont tout l'accessoire se serait évaporé et où demeurerait seule une essence assombrie. J'ai rarement vu un symbolisme plus magnifique et plus touffu. On dirait une étrange et sombre forêt dont la signification perce multiple et inattendue à chaque vers, et à l'ombre de laquelle votre âme, comme une reine très triste, marche sur les joyaux épars, brisés, secrets, entrevus, innombrables, qui a versé le trésor des siècles. Je vois une petite note qui commence par Bruegel, mais il faut que je vous laisse finir parce que je ne peux pas lire la suite. Il a écrit très tôt une nouvelle inspirée du massacre des innocents. C'était une de ses premières publications, à vrai dire. Oui, c'est une de ses premières publications dans la revue française La Pléiade, qu'il avait fondée avec Rodolphe Darzens à Paris. Et sa première contribution à cette revue, outre quelques poèmes que l'on retrouvera pour la plupart dans Serre chaude, est une transposition d'un tableau de Bruegel, Le massacre des innocents. Donc à la fois Maeterlinck puise dans la culture flamande et traduit un de ses fantasmes personnels les plus insistants, celui de l'infanticide. On retrouve tout au long de ses pièces des meurtres d'enfants, des enfants témoins de meurtres. La figure de l'innocence victime de la violence. Oui. D'ailleurs, à la fin du cahier bleu, nous nous trouvons dans l'atmosphère de la princesse Malène, avec cette notation « Admirable nom en pays flamand des sœurs de charité appelées sœurs noires ou fileuses ». Ce sont ces béguines, ces sœurs de charité, dont les litanies accompagnent les 2 derniers actes de Malène. Le texte se poursuit, sœurs qui ne viennent qu'à l'heure de la mort. Et au moment où l'on file, c'est-à-dire au moment de la mort, le linceul, ou au moment du mariage, le trousseau, la robe de mariée. Preuve de la poésie immanente des races germaniques. C'est le dernier mot. La chambre de la princesse Malène. Ici Pluton. Ici Pluton. Ils m'ont laissée toute seule. Ils m'ont laissée toute seule pendant une nuit pareille. Jalmar n'est pas venu me voir aujourd'hui. Ma nourrice n'est pas venue me voir aujourd'hui. Et quand j'appelle, personne ne me répond. Il est arrivé quelque chose au château. Je n'ai pas entendu un seul bruit aujourd'hui. On dirait qu'il est habité par des morts. Où es-tu, mon pauvre chien noir? Est-ce que tu vas m'abandonner aussi? Où es-tu, mon pauvre Pluton? Je ne puis pas te voir dans l'obscurité. Tu es aussi noir que ma chambre. Est-ce toi que je vois dans le coin? Mais ce sont tes yeux qui luisent dans le coin. Mais ferme les yeux pour l'amour de Dieu. Ici Pluton. Ici Pluton. Ici commence l'orage.
Est-ce toi que j'ai vu trembler dans le coin? Mais je n'ai jamais vu trembler ainsi. Il fait trembler tous les meubles. As-tu vu quelque chose? Réponds-moi, mon pauvre Pluton. Y a-t-il quelqu'un dans la chambre? Mon Dieu, je ne puis plus rester ici. Elle se lève et va vers la porte qu'elle essaie d'ouvrir. Ils m'ont enfermée dans ma chambre. Ouvrez-moi pour l'amour de Dieu. Il y a quelque chose dans ma chambre. Je vais mourir si l'on me laisse ici. Nourrice? Nourrice, où es-tu? Chalmar? 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 Où êtes-vous? Elle revient vers le lit. Je n'ose plus sortir de mon lit. Je vais me tourner de l'autre côté. Je ne verrai plus ce qu'il y a sur le mur. Ici, des vêtements blancs posés sur un prie-dieu sont agités lentement par le vent. Ah! Il y a quelqu'un sur le prie-dieu. Elle se tourne de l'autre côté. Ah! L'ombre est encore sur le mur. Elle se retourne. Ah! Il est encore sur le prie-dieu. Oh! 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 Je vais essayer de fermer les yeux. Ici, on entend craquer les meubles et gémir le vent. Oh! Oh! Qu'y a-t-il maintenant? Et il y a du bruit dans ma chambre. Elle se lève. Je veux voir ce qu'il y a sur le prie-dieu. J'avais peur de ma robe de noces. Mais quelle est cette ombre sur la tapisserie? Elle fait glisser la tapisserie. Elle est sur le mur à présent. Je vais boire un peu d'eau. Elle boit et dépose le verre sur le meuble. Oh! Comme ils crient, les roseaux de ma chambre. Et quand je marche, tout parle dans ma chambre. Je crois que c'est l'ombre du cyprès. Il y a un cyprès devant ma fenêtre. Elle va vers la fenêtre. Oh, la triste chambre qu'ils m'ont donnée. Il tonne. Je ne vois que des croix aux lueurs des éclairs. Et j'ai peur que les morts n'entrent par les fenêtres. Mais quelle tempête dans le cimetière. Et quel vent dans les saules pleureurs. Je vais retourner dans mon lit. Elle se couche sur son lit. Je n'entends plus rien maintenant. Et la lune est sortie de ma chambre. Je n'entends plus rien maintenant. Je préfère entendre du bruit. Elle écoute. Il y a des pas dans le corridor. D'étranges pas. D'étranges pas. On chuchote autour de ma chambre. Et j'entends des mains sur ma porte. Ici, le chien se met à hurler. Pluton! 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 Quelqu'un va entrer. Pluton! 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 Ne hurle pas ainsi. Ne hurle pas ainsi. Mon Dieu. Mon Dieu. Je crois que mon cœur va mourir. Un poème de Maeterlinck, c'est peut-être une pièce dans une maison. Franck Venaille.
pièce dans laquelle on a déplacé les meubles. C'est-à-dire que on ne le remarque pas en entrant, et puis on se dit, tiens, ce tableau n'est plus à sa place, ce vase n'était pas là, le lit a changé de place également, les rideaux ont été tirés, la lumière du jour arrive d'une manière différente. Et tous ces objets, tous ces meubles ont été déplacés sans qu'on leur demande leur avis. En fait, il faudra insister sur la notion d'étrangeté. Rien n'est à sa place, les choses arrivent au moment où on ne les attend pas. Voilà, je suis en train de dire, en même temps, je devenais souvent le pauvre qui mange du pain au pied du trône. Et le pauvre, c'est un terme qui revient extrêmement souvent dans l'œuvre de Maeterlinck et qu'on voit aussi dans son théâtre. Gollot parle des pauvres. Dans Intérieur ou les aveugles, on parle aussi beaucoup des pauvres. On a l'impression que c'est ce que l'état de pauvreté, c'est ce que Maeterlinck craint énormément. Parce que c'est évident que ça dépasse la pauvreté matérielle. C'est peut-être la pauvreté de l'âme. Et en même temps, il a une grande attirance, bien avant Faulkner ou d'autres, pour la part, ce que j'appelle la part d'idiotie qui existe en nous et qu'il faut absolument mettre en évidence dans ce qu'on écrit. Donc, dans Attouchement, on retrouve tous ces objets et ces sentiments, ces émotions qui sont regroupés, alors qu'elles ne demandaient rien. Elle et il demandaient simplement à vivre leur vie dans leur coin, tranquille. Et Maeterlinck va les chercher. Alors, il les groupe dans les hôpitaux, il les groupe dans un sentiment de moiteur, de fièvre, d'attouchement, donc. Je vais le lire et voir si je retrouve les sensations que j'avais hier ou avant-hier. J'ai noté « voir la forgue ». Oh, les attouchements, l'obscurité s'étend entre vos doigts, musique de cuivre sous l'orage, musique d'orgue au soleil, tous les troupeaux de l'âme au fond d'une nuit d'éclipse, tout le sel de la mer en herbe des prairies, et ces bolides bleus à tous les horizons, ayez pitié de ce pouvoir de l'homme. Mais ces attouchements plus mornes et plus las, oh, ces attouchements de vos pauvres mains moites, j'écoute vos doigts purs passer entre mes doigts, et des troupeaux d'agneaux s'éloignent au clair de lune le long d'un fleuve tiède. Je me souviens de toutes les mains qui ont touché mes mains, et je revois ce qu'il y avait à l'abri de ces mains, et je vois aujourd'hui ce que j'étais à l'abri de ces mains tièdes. Je devenais souvent le pauvre qui mange du pain au pied du trône. Je pense soudainement que s'il y a tant de références à la tiédeur, tiède, les mains tièdes, le fleuve tiède, c'est peut-être parce que pour Maeterlinck, la tiédeur, c'est l'état commun à tous de la vie, c'est-à-dire entre la naissance et la mort. Alors la naissance qui serait ou le froid ou la chaleur, et la mort qui serait ou le froid ou la chaleur également. Et au milieu, il y aurait nos vies, qui seraient toutes tièdes. Aussi peut-être pour faire référence au désir que l'on a tous de se calfeutrer, de se protéger. Enfin, je pense que tiède pour lui, c'est l'état général de l'humanité. Et c'est pas critique, c'est un constat un peu triste. Alors ce qui est surprenant chez Maeterlinck, c'est... Marc Quachbeur. En plus, il fait tout, j'ai l'envie de dire, presque sans avoir l'air d'y toucher. Et tout va très vite. Alors, on a donc ces poèmes en octosyllabes, ou enfin en vers brefs, dans les serres chaudes, qui sont la quintessence du symbolisme, on pourrait dire symbolard, mais il y a quand même autre chose. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il a pensé demander l'imprimatur épiscopale pour la publication de ses textes, c'est quand même aussi un truc très cru. Et puis en même temps, et c'est évidemment l'extraordinaire respiration des serres chaudes, il y a ces 7 grandes serres chaudes, âme, serre chaude, cloche à plongeur, regard.
où est totalement mis en scène ce qui me paraît à la fois le cœur de la démarche de Maeterlinck et l'inscription de sa modernité, c'est cette clôture du sujet moderne, qui en même temps a un rapport avec l'extérieur, rapport que les mots ne parviennent plus à atteindre et qui est métaphorisé par cette image de la glace, qu'il s'agisse de l'image de la serre ou de l'image de la cloche à plongeur. Et on a donc finalement un sujet dont les membres ne servent plus à rien, qui n'a plus comme possibilité que le regard pour atteindre le monde, ce regard qui va d'ailleurs se retrouver de façon massive, quoique très subtile, dans les textes ultérieurs, et notamment dans Péléas. Si vous deviez, Gaston Compère, à l'intérieur du recueil de poèmes Serre Chaude, en choisir 2 ou 3, ce seraient lesquels? Vous savez, je n'invente absolument rien. Je crois que tous ceux qui se sont occupés un peu de cela sont d'accord. Il y a le premier, bien sûr, mais qui donne un peu la clé de tout ce qui va se passer. Il y a le mot analogie, évidemment, qui est un mot central qui remonte d'une façon, disons, explicite à Baudelaire, aux correspondances de Baudelaire. Celui-ci qui cloche à plongeur. Et le plus clair, c'est attouchement. Mais c'est vrai, quand je vois ce texte, moi-même, je suis un peu comme lui, hein, ça me ferait venir les larmes aux yeux, oui. Tellement ça... Mais ça dit si bien comment dirais-je, le climat disons, le climat belge, si vous voulez dire, oui. Le poème commence comme ça. Oh, les attouchements, oui. L'obscurité s'étend entre vos doigts, musique de cuivre sous l'orage, musique d'orgue au soleil. Tous les troupeaux de l'âme au fond d'une nuit d'éclipse. Tout le sel de la mer en herbe des prairies, et ces bolides bleus à tous les horizons. Ayez pitié de ce pouvoir de l'homme. Bon. Mais ce qui est sans doute intéressant, c'est de savoir que dans le Cahier bleu, tout ça s'y trouve à, comment dirais-je, à l'état brut. Il n'a eu qu'à reprendre au Cahier bleu et se mettre à orchestrer ça un peu, à faire des choix, etc., et de remettre toutes ces phrases plus ou moins étranges, les unes après les autres, sans trop savoir ce qu'ils faisaient, oui, pour créer un climat tout à fait incomparable, oui. Quand, je vous assure, quand c'est très bien dit, c'est difficile à dire, hein, mais c'est vraiment très, comment dirais-je, très... Hein, ça vous envoûte, quoi, c'est ça, oui. Une espèce d'envoûtement. Il y a le fait aussi qu'il tourne toujours autour des mêmes images et que il y a des images obsessionnelles chez lui. Et si vous voulez, certainement, si vous prenez la princesse Madeleine, vous trouverez le même genre de phrases, mais dispersées évidemment dans le texte. Ici, il y a un resserrement, évidemment, les a mis les unes à côté des autres. Une musique de cuivre aux fenêtres des incurables. Et notez que pour ceux qui connaissent un peu les choses, moi je ne connais pas bien quand, mais on m'assurait que pas très loin de sa maison natale, il y avait une maison pour les incurables,
Pour les gens dont le cerveau flamand était un peu fêlé. Et le fait que l'on mette une fanfare en dessous des murs de l'hôpital, ça donnait un aspect tout à fait particulier à la réalité. On a appris ça après, par exemple, je sais pas moi, des gens comme Magritte qui rapprochent des images différentes pour en faire sortir quelque chose d'inouï, qui ne peut pas être dit. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'avec les images que l'on peut arriver à ce résultat. Ô plongeur à jamais sous sa cloche, toute une mer de verre éternellement chaude, toute une vie immobile aux lampes pendules verts, et tant d'êtres étranges à travers les parois, et tout attouchement à jamais interdit, lorsqu'il y a tant de vie en l'eau claire, au dehors. Attention, l'ombre des grands voiliers passe sur les dahlias des forêts sous-marines, et je suis un moment à l'ombre des baleines qui s'en vont vers le pôle. Là, j'imagine vraiment Maeterlinck à Gand, qui est une ville que je connais, que j'aime et que je respecte. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, peut-être c'est là le secret de toute poésie, que Maeterlinck n'exprime jamais ce qu'il a sous les yeux, ce qu'il voit, mais ce qu'il a vu autrefois. Et finalement, en vieillissant, en réfléchissant, je me rends compte que la poésie, c'est probablement se rappeler, être fidèle, c'est mettre en évidence une sorte d'héritage mental, visuel. C'est pour ça que Maeterlinck a le droit de parler des forêts sous-marines, de l'ombre des baleines qui s'en vont vers le pôle. Les autres déchargent sans doute des vaisseaux pleins de neige dans le port. Alors, il y a tout l'univers flamand qui réapparaît là, Anvers, Gand, Ostende, la mer du Nord. Et ce que j'aime aussi, c'est que tout se déroule toujours. Écoutez leur baiser des parois de l'ennui. On n'a plus mis de neige sur le front des fiévreux, donc tout se passe toujours dans un univers un peu morne. On n'a plus mis de neige sur le fond des fiévreux. Il n'y a rien à ajouter. Nous avons, Fabrice van de Kerkhove, sous les yeux les carnets de Maurice Maeterlinck, carnets qu'il tenait dans des petits agendas de cuir écrits au crayon et dont vous êtes en train de préparer l'édition. Oui, nous regarderons plus spécialement l'agenda de 1890 où l'on trouve les notes que Maeterlinck prend tout au long de la rédaction de 2 pièces, Les aveugles et les 7 princesses. On y trouve aussi des matériaux qu'il rassemble pour ses essais sur une nouvelle dramaturgie, le fameux essai sur un théâtre d'androïdes, ainsi que les matériaux d'un livre qu'il comptait consacrer à la question féminine. Quelques drames avec une héroïne étrange. Comme Catherine de Russie, la Catin du Nord, énorme, grasse, silencieuse, presque profonde, méchante plutôt par entêtement et par stupidité. Voir Carlyle, Frederick the Great. Voir les fouilles de Troie par Schliemann. L'intruse. Un drame avec la mort d'une nonne dont les pieds passent avec la paille au bout du lit. Ou plutôt du grabat. Je voyais sa beauté s'en aller comme un matelot, penché au bord du navire, regarde s'éloigner lentement une île très belle qu'il ne reverra plus,
avec l'idée triste que cette île n'est désormais morte que pour lui. Les paumes pâles de mon âme. Nous sommes ici sous la main de la mort. Ce qui est intéressant dans ces carnets, c'est qu'ils permettent de voir se développer au fil des années telle image, telle scène obsédante qui fascine Maeterlinck. Par exemple, en 88, il traduit une ballade de Dante Gabriel Rossetti, Sœur Hélène, où l'on voit une jeune femme faire périr par envoûtement son fiancé infidèle et demander, pendant qu'elle fait fondre son effigie de cire, demander à son jeune frère d'observer les effets de l'envoûtement sur son fiancé en montant sur un balcon. Cette configuration se retrouve dans un projet de scène tout d'abord destiné à la princesse Malène, où l'on voit la méchante reine Anne tenter de faire périr la pauvre princesse Malène en faisant brûler son effigie de cire, et elle demande à son fils, le petit Alan, d'observer les effets de cet envoûtement sur la princesse assise dans le jardin à côté du Gliane. Cette scène est écartée de la princesse Malène, mais on la retrouve alors triomphante et dans sa version la plus violente dans Péléas et Mélisande, lorsque Golo prend le petit Tignolte, le juche sur ses épaules et lui demande d'observer par la fenêtre une scène muette qui se déroule entre Mélisande et Péléas. Une autre image du fragment d'agenda que nous venons de lire, celle de la nonne morte dont les pieds dépassent de son grabat, annonce déjà le grotesque d'une pièce comme le Miracle de Saint-Antoine, qui ne sera achevée en 1901, mais à laquelle Maeterlinck travaille à partir de 1895 déjà. Péléas et Mélisande, Gérard Philippe, Madeleine Oseret, 1947. Oh, mes cheveux descendent de la tour. Oh, qu'est-ce que c'est? Tes cheveux descendent vers moi. Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est tombée de la tour. Je la tiens dans les mains, je la touche des lèvres. Je la tiens dans les bras, je la mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit. Laisse-moi, tu vas me faire tomber. Non, je n'ai jamais vu de cheveux comme les tiens, Mélisande. Vois, ils viennent de si haut et m'inondent jusqu'au cœur. Ils sont tièdes et doux comme s'ils tombaient du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes cheveux, et leur belle lumière me cache sa lumière. Regarde donc, mes mains ne peuvent plus les contenir. Ils me fuient jusqu'aux branches du saule. Ils s'échappent de toutes parts, ils tressaillent, ils s'agitent, ils palpitent dans mes mains comme des oiseaux d'or. Et ils m'aiment 1000 fois mieux que toi. Laisse-moi, quelqu'un pourrait venir. Non, je ne te délivre pas cette nuit. Tu es ma prisonnière cette nuit, toute la nuit. Péléas. Tu ne t'en iras plus. Je t'embrasse tout entière en baisant tes cheveux, et je ne souffre plus au milieu de leurs flammes. Entends-tu mes baisers? Ils s'élèvent le long des 1000 mailles d'or. Il faut que chacune d'elles t'en apporte 1 millier, et en retienne autant pour t'embrasser encore quand je n'y serai plus. Tu vois, je puis ouvrir les mains. Tu vois, j'ai les mains libres, et tu ne peux m'abandonner. Qu'y a-t-il, Péléas? Qu'est-ce qui vole autour de moi? Ce sont les colombes qui sortent de la tour. Je les ai effrayées, elles s'envolent. Ce sont mes colombes, Péléas. Allons-nous-en, laisse-moi, elles ne reviendraient plus. Pourquoi ne reviendraient-elles plus? Elles se perdront dans l'obscurité. Laisse-moi relever la tête. J'entends un bruit de pas. Elle descendit vers l'inconnu. Prenez garde, on y voit à peine. Elle descendit vers l'inconnu. L'inconnu embrassa la reine.
ne se dirent pas un mot et s'éloignèrent aussitôt. Son époux pleurait sur le seuil. Prenez garde, on y voit à peine. Son époux pleurait sur le seuil. On entendait marcher la reine, on entendait tomber les feuilles. Paul Gorsex. Maeterlinck considère l'image avant tout comme un moyen d'aller au-delà, comme un moyen de transcendance. Le symbole est vital, alors que l'allégorie, c'est une image mimétique, c'est donc une image morte. Il faut que le symbole soit multiforme, élastique, indécis, que sa voix profonde, mystérieuse, obscure, puisse s'accorder à toutes les voix de l'inconnu. Pour la première fois en France, Maeterlinck fait allusion au divorce entre le langage allégorique, qui était finalement le langage du Parnasse, n'est-ce pas, et l'échelle des valeurs classiques, si vous voulez, et le symbole qui, pour lui, il a cette magnifique expression, est la fleur de la vitalité du poème, n'est-ce pas? Donc, cette image symbole implique l'indécis, implique l'indétermination, c'est-à-dire que par ricochet, elle laisse une part d'imagination au lecteur. On ne lui mâche pas la tâche, on laisse aller son imagination et tout est dans le symbole. Alors Péléas, je trouve, c'est un chef-d'œuvre absolu, et bien avant ce que Debussy en fait, Debussy supprimant d'ailleurs, mais il a la musique, des scènes essentielles, parce que il accomplit en fait ce que Mallarmé a toujours demandé, c'est-à-dire un autre théâtre qui sort aussi bien du boulevard que de la tradition classique et même que du théâtre naturaliste, qu'il y parvient en donnant des éléments qui paraissent d'époque, qu'ils sont sans doute et qu'ils l'étaient pour l'époque, mais qu'en même temps, la pièce tient toujours aujourd'hui parce que précisément ce n'était pas des éléments d'époque. C'était plus. La chevelure de Mélisande, l'anneau de Mélisande, ce ne sont pas que cette quincaillerie symboliste qu'on trouve ailleurs. Ce sont devenus, et ce ne sont pas des allégories, ce sont vraiment des symboles en acte, c'est-à-dire ce sont des acteurs du jeu. Et à la limite, ce sont eux les véritables acteurs du jeu par lesquels passe la fatalité, par lesquels s'indique la fatalité avant que tout ne devienne clair au final, les acteurs étant à la fois nécessaires, mais étant quand même dans une position qui les rapproche des marionnettes dont d'ailleurs parlera Maeterlinck. Dans un article paru dans la revue La Jeune Belgique en 1890, Maurice Maeterlinck énonce l'idée la plus révolutionnaire du temps sur le jeu théâtral, à savoir la suppression des acteurs. À quoi renvoie Claude Régis l'appellation de petit drame pour marionnettes que Maeterlinck donna à son premier théâtre? Alors, les marionnettes, dans le cas de Maeterlinck, ce n'est pas très clair. On sait qu'il était fasciné par les musées de cire, par exemple. Que ces personnes qui avaient l'apparence de l'humain, mais qui n'en avaient pas l'angoisse, puisqu'ils n'étaient pas animés de vie, mais ils n'étaient pas non plus habités de l'angoisse de la mort,
ça l'a toujours fasciné. Mais quand il parle de son théâtre, il dit qu'on n'a pas assez exploré le rapport de l'ombre et de la lumière, qu'on n'a peut-être pas assez exploré la sculpture, ce qui évoque des volumes, des objets qu'on pourrait mettre dans ce rapport d'ombre et de lumière. Et puis, j'ai pensé qu'il ne s'agissait pas forcément de se servir vraiment de marionnettes, qui est un art spécifique que, personnellement, je ne connais pas, donc je ne peux pas m'en mêler. Mais qu'il faut plutôt se rapprocher de l'idée de Craig, c'est-à-dire de prendre des acteurs qui sont capables d'être des sur-marionnettes, ce qui n'est pas du tout désobligeant. Beaucoup d'acteurs pensent que ça supprime leur travail, leur invention. C'est tout à fait faux. Il s'agit au contraire de trouver une source différente du jeu, une matière différente à jouer, et d'inventer ce que Meyerhold avait essayé de faire quand le premier il a essayé de monter Tintagiles, de révolutionner aussi l'utilisation du langage. Et ça rejoint aussi des théories très modernes sur le langage. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les sons, les rythmes sont générateurs de sens. Et que très souvent, il faut s'abandonner au souffle, à la respiration, aux sonorités, au rapport des mots, aux consonances, aux sortes d'échos intérieurs qu'il y a, et aussi au rythme. Presque toute la scène des servantes dans Tintagiles est écrite en alexandrin, en fait, sans que ce soit marqué dans les lignes. Donc, en faisant travailler les acteurs sur des choses imprécises, en les mettant en relation avec tout cet univers qui nous échappe et dont pourtant nous avons une conscience, et en les faisant travailler sur une autre manière de grouper les mots et de les séparer et de les prononcer et de faire entendre le rapport des sonorités, ce qui évidemment est à l'opposé de la diction naturaliste. On obtient quelque chose que souvent les gens ne suivent pas, ne comprennent pas, parce qu'ils trouvent qu'on parle d'une manière bizarre, que ce n'est pas ça. Mais pour ceux qui s'y abandonnent, alors ils entrent en relation avec ce monde de l'inouï, de l'invisible, et peut-être même de l'impensable ou de l'inatteignable. Et c'est évidemment beaucoup plus passionnant que de arpenter toujours avec les mêmes sabots la terre qu'on connaît déjà par cœur. Tintagiles. Tintagiles. Qu'as-tu fait? Rendez-le. Rendez-le, rendez-le. Pour l'amour de Dieu, rendez-le. Je n'entends plus. Qu'en faites-vous? Ne lui faites pas de mal, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un pauvre enfant. Il n'y résiste pas. Voyez, voyez. Je ne suis pas méchante. Je me suis mise à 2 genoux. Rends-le-nous, je t'en prie. Ce n'est pas pour moi seule, tu le sais. Je ferai tout ce qu'on voudra. Je ne suis pas mauvaise, vous voyez. Je vous en supplie, les mains jointes. J'ai eu tort. Je me soumets tout à fait, tu vois bien. J'ai perdu tout ce que j'avais. Il faudrait me punir autrement. Il y a tant de choses qui pourraient me faire plus de peine. Si tu aimes à faire de la peine. Tu verras. Mais ce pauvre enfant n'a rien fait.
Ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai. Mais je ne savais pas. Je sais bien que vous êtes très bonne. Il faut bien qu'à la fin l'on pardonne. Il est si jeune. Il est si beau. Il est si petit. Vous voyez que ce n'est pas possible. Il met ses petits bras sur votre cou, sa petite bouche sur votre bouche, et Dieu lui-même ne peut plus lui résister. Vous allez ouvrir, n'est-ce pas? Je ne demande presque rien. Je ne dois la voir qu'un moment. Un tout petit moment. Je ne me rappelle pas, tu comprends. Je n'ai pas eu le temps. Il ne faut presque rien pour qu'il passe. Ce n'est pas difficile. Un long silence inexorable. Monstre. Monstre. Je crache. L'histoire des représentations du théâtre de Maeterlinck en Russie coïncide avec les grands événements qui marquent l'évolution de la scène russe au tournant du siècle. Elle est rattachée au nom de Stanislavski et de Meyerhold. La mise en scène en 1908 de l'Oiseau bleu en est, Anne Ducret, une illustration. Oui, puisque donc c'est premièrement en fait c'est la création mondiale de la pièce, donc c'est quand même une date, création mondiale qui est tout de même dans un pays étranger, donc ça témoigne quand même de la notoriété et de l'importance accordée par le public russe et par Stanislavski, le metteur en scène, à l'écriture dramatique de Maeterlinck. Et d'autre part, parce que la création en langue française sur les scènes parisiennes, donc au Théâtre Réjane en 1911, c'est directement inspiré de cette première mise en scène, de cette création à laquelle avait assisté Georgette Leblanc, qui dans la mise en scène de 1911, une mise en scène à laquelle elle a grandement contribué, c'est-à-dire qu'elle est intervenue en fait dans le jeu des décors, dans le jeu des acteurs, dans la mise en scène d'une façon générale. Alors cette mise en scène donc réalisée par Georgette Leblanc a été directement inspirée de la mise en scène de Stanislavski. Et Stanislavski, d'ailleurs, lui avait, entre guillemets, prêté donc, son régisseur et donc son metteur en scène pour faciliter donc, cette seconde création sur les scènes parisiennes. 1908 est une date événement, effectivement, qui coïncide avec la mise en scène de l'Oiseau bleu au Théâtre artistique de Moscou. Mais en fait, dès 1904, il y avait déjà eu des mises en scène d'autres pièces de Maeterlinck. Oui, alors par Stanislavski, donc au Théâtre artistique, mais c'était... Stanislavski le reconnaît lui-même, il n'avait pas réussi à rendre grâce au texte et à la dramaturgie particulière de Maeterlinck. Donc c'est un échec, pour Stanislavski et pour le public du Théâtre artistique de Moscou, c'est tout de même un échec relatif. Donc il y avait eu la mise en scène de 3 pièces, Les Aveugles, L'intruse et Intérieur, et donc c'était pas réussi. Mais c'est au moment où Stanislavski fait le constat de ce relatif échec, il y a une sorte de passage de relais vers Meyerhold. Voilà. Il pense que lui sera peut-être mieux à même d'adapter ce théâtre. Effectivement, puisqu'il considère que la grande question, c'est justement de la nécessité pratiquement de ne pas incarner, c'est-à-dire de supprimer toute individualisation psychologique. Ce qui avait justement en fait causé ce demi-échec dont nous parlions, c'est-à-dire Stanislavski, en mettant en scène Les Aveugles, avait cherché à les individualiser en faisant un vieillard radotant, un autre un petit peu grenouille de bénitier, et justement en fait le texte de Maeterlinck ne peut pas être abordé en fait à travers ce prisme de la psychologie. Et donc c'est ce qu'a perçu intuitivement Stanislavski et ce qu'a tenté en fait de réaliser. En mettant l'accent en fait sur la théâtralité, sur ce qu'il a appelé ensuite le théâtre de la Convention, ce qu'a tenté de réaliser
Meyerhold. Alors c'est ça, je crois, qu'il aurait fallu dire tout à l'heure, c'est qu'en général, le théâtre est en retard sur la littérature. C'est ce que Appia avait compris ça pour les mises en scène de Wagner. Il s'est fait d'ailleurs censurer par Cosima, mais il avait renoncé à tout le théâtre poussiéreux, à tout le théâtre d'étoiles peintes. Et il avait inventé des volumes et des formes abstraites, justement, qui se voyaient dans la lumière et qui étaient d'ailleurs très proches des dessins de Craig. Donc on est très proche de Maeterlinck aussi. Et de son temps, j'ai vu quelques photographies, par exemple, de Tintagiles représentées par son épouse de l'époque. C'est très, très alarmant. Hein. On voit des vrais châteaux avec des vraies pierres, des vraies portes cloutées. On voit qu'elle tient une mèche de cheveux achetée chez le perruquier à la main, dans des robes 1900 à volant, etc. Donc, c'est certain que les mises en scène, à l'époque, n'ont pas suivi. Et qu'il a eu raison de théoriser et qu'il a dû théoriser pour essayer de réagir contre le fait que des textes modernes étaient joués dans des mises en scène anciennes. Maeterlinck avait horreur du romantisme français. Par contre, il était très fasciné par le romantisme allemand et il a beaucoup défendu toute la littérature fantastique, Edgar Poe par exemple, ou les contes d'Hoffmann, mais il était très 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 attaché aux contes de Grimm. Et en effet, on ne peut pas travailler sur ce théâtre-là sans écouter toute la mythologie qui est traduite à travers les contes populaires, c'est certain. Il y a Poussé, il y a le Petit Chaperon Rouge, il y a le conte de Genévrier. Récemment, en travaillant d'ailleurs, on a découvert un très étonnant conte du crapaud, où une petite fille partage son goûter, son lait, son pain avec un crapaud, et un jour elle tape avec une cuillère parce qu'il ne mange pas de pain, elle lui dit « mange aussi du pain », et la mère voit de la cuisine qu'elle tape le crapaud, alors elle vient avec une bûche et elle tue le crapaud. Et quelques jours après, la petite fille meurt de la privation de cette relation avec le crapaud. Alors là aussi, ce n'est pas clair, mais on sent bien dans notre inconscient qu'il y a des tas de choses justes du monde de l'enfance et de l'erreur fatale des adultes par rapport à l'interprétation de ce monde de l'enfance. Alors il dit « Cet inconnu prend le plus souvent la forme de la mort, la présence infinie, ténébreuse, hypocritement active de la mort, remplit tous les interstices du poème. Au problème de l'existence, il n'est répondu que par l'énigme de son anéantissement. Du reste, c'est une mort indifférente et inexorable, aveugle, tâtonnant à peu près au hasard, emportant de préférence les plus jeunes et les moins malheureux. » Là, il exagère. Hein. La mort emporte également les jeunes et les gens heureux, mais elle emporte aussi les gens mûrs à tout âge, et des gens de tout niveau de bonheur et de malheur. Je pense que là, il exagère. Dès le premier poème de Serre chaude, Franck Venaille. D'une certaine manière, on a l'impression que c'est un mourant qui s'exprime, et peut-être même un mort. Or, vous savez que chez Maeterlinck, le monde n'est pas séparé entre vivants et entre morts, puisque ce sont les mêmes, et que les morts reviennent sur Terre, et que les vivants font la grande expérience de la mort pour revenir ensuite. Alors, un mourant qui s'exprime ou un mort qui s'exprime, de toute façon quelqu'un de malade, quelqu'un qui est à l'hôpital et qui est fiévreux. Et alors la fin du poème est très caractéristique aussi. « Mon Dieu, quand aurons-nous la pluie et la neige et le vent dans la serre ?» Alors la serre, qu'est-ce que c'est ? C'est lié encore une fois à l'hôpital. Ça pourrait être une grande salle où se reposent 12 ou 24 corps, en sueur, brûlant. Ça pourrait être un hôpital ou voire même une sorte de reposoir. L'innocence a toujours donc des enfants, des jeunes gens, des femmes en particulier, a toujours frappé Maeterlinck.
c'est tout à fait apparent et c'est tout à fait frappant. Et il est certain que Maeterlinck a développé une certaine image de l'enfant et une certaine image de la femme. Or, cette image, il l'a développée à partir de notions mystiques, à savoir que là, évidemment, nous allons dans une autre direction à partir du moment où il pense que la femme en particulier et l'enfant sont porteurs de valeurs, et de valeurs intrinsèques, de valeurs, c'est ce fameux retour aux sources dont je vous parlais, de valeurs primitives, de qualités primitives qui ne sont pas corrompues, si vous voulez, par une quelconque civilisation. Il y a, à travers justement cette attention portée à l'enfant, cette magnification de la femme en particulier, il y a que pour lui, Maeterlinck, la femme représente véritablement, spontanément, une valeur mystique. Est-ce que chez Maeterlinck, l'enfant et la fable ne sont pas davantage que les hommes plus attentifs aux signes, tout simplement? Est-ce qu'ils ne savent pas mieux lire et mieux entendre un certain nombre de signes? Oui, vous avez tout à fait raison. Je crois, si vous voulez aller un peu plus loin, on peut rattacher justement, en fait, cette magnification de l'enfant et de la femme de ce retour aux sources, de ce retour à l'originel. Et la femme et l'enfant, nous retombons dans ce cliché. C'est l'image de quoi? C'est l'image de ceux qui ne savent pas, n'est-ce pas, mais qui savent par une autre voie, qui savent par l'intuition, n'est-ce pas, et qui n'ont pas besoin, en fait, d'explications, qui savent les choses, ne serait-ce qu'à travers les signes de la nature. Dans la préface que Maurice Maeterlinck a rédigée en 1901 pour l'édition de son théâtre, il parle, entre autres choses, de ces énormes puissances invisibles et fatales dont nul ne sait les intentions mais que l'esprit du drame suppose malveillantes. Alors bien évidemment, en lisant ces lignes, on ne peut pas s'empêcher de penser à la reine dans La mort de Tintagiles, qui est effectivement une énorme puissance que l'esprit du drame suppose malveillante. Oui, c'est sûr. Mais quand on travaille sur la pièce, on voit beaucoup d'autres choses se développer. Et que cette énorme puissance qui est enfermée dans une tour, qui est un symbole à la fois phallique et matriciel, qui a l'air de représenter la mort ou le pouvoir. Mais dans le développement de la pièce, on voit que ces servantes qui, elles, habitent les sous-sols, donc les niveaux souterrains, qui sont quand même des émanations de cette puissance, viennent chercher l'enfant, évidemment dans un but de l'emmener dans la mort. Mais en même temps, la manière dont est décrit l'enfant reposant entre ses deux sœurs, le fait qu'ils s'accrochent à leurs cheveux, qu'il faut couper les cheveux avec des ciseaux pour arracher l'enfant entre les deux corps, tout ça ressemble étonnamment à un accouchement et à une naissance. Alors on ne sait plus très bien, parce que les deux sœurs accompagnent Tintagiles, mais en fait elles essayent de le défendre, mais elles l'accompagnent vers la mort. Et qu'on peut même renverser les choses encore plus loin, parce qu'Ygraine est la seule qui essaye de suivre Tintagile et qui a un dernier dialogue avec lui. Et c'est dans ce dernier dialogue qu'il est question de fente et de lumière, et donc de naissance. Et elle dit qu'elle s'est repérée justement à ces mèches de cheveux qui traînaient dans les couloirs et dans les escaliers. Donc il a laissé comme des traces, et c'est peut-être lui l'initiateur qui a permis à Ygraine de rentrer en relation avec cet inconnaissable. Donc là, le thème terrifiant de la grosse dame qui, soi-disant, représente uniquement la mort et les forces nocives est complètement transformé. Et s'il veut savoir pourquoi la salle est déserte, montrez-lui la lampe éteinte
et la porte ouverte. Montrez-lui la lampe éteinte et la porte ouverte. Et s'il m'interroge alors sur la dernière heure, dites-lui que j'ai souri de peur qu'il ne pleure. Dites-lui que j'ai souri de peur qu'il ne pleure. La préoccupation présente dans l'œuvre de Maeterlinck du mystérieux, du fatal, de l'au-delà, bref, cette oreille tendue vers les bruits de l'infini, on serait tenté de les traduire, Marc Wachsber, en disant que Maurice Maeterlinck est un mystique. Est-ce que l'on peut pour autant affirmer cela sans poser quelques réserves ? Il est clair que Maeterlinck est un écrivain profondément marqué par le spiritualisme, qui est sorti du christianisme de son enfance, mais non pas sans doute des questions les plus extrêmes de ce christianisme, celles que notamment révèle et auxquelles touchent les mystiques. Dire pour autant de Maeterlinck qu'il est un mystique, dans la mesure où il n'y a pas la flambée d'un dieu personnel ou asiatique, mais c'est quand même, je pense, utiliser les mots de façon métaphorique par rapport à ceux qui sont là-dedans. Et si on pouvait oser cette image, il a essayé, je pense, de créer une mystique laïque, une mystique à l'usage de tout un chacun. Et donc, il essaie de définir une sagesse, parce qu'on peut dire qu'il y a ça dans les textes de Maeterlinck, une sagesse occidentale qui n'est pas sans vouloir obtenir, je pense, des effets équivalents à celles qu'on connaît dans les sagesses asiatiques, mais qui en même temps ne vient pas de ce noyau-là et qui essaie de brasser les éléments de la tradition occidentale pour les amener à une sagesse qui permet au sujet de vivre avec la mort tout en sachant qu'il ne la maîtrise pas. Une vie, une œuvre, Maurice Maeterlinck, avec Gaston Compère, écrivain, Anne Ducret, maître de conférences à l'université Lille 3, Paul Gorsex, professeur à l'université Bordeaux 3, Marc Wachsber, directeur du musée de la littérature de Bruxelles, Claude Régis, metteur en scène, Fabrice van de Kerkhove, attaché aux archives et musées de la littérature de Bruxelles, et Franck Venaille, écrivain. Extrait de la correspondance et des carnets inédits de Maurice Maeterlinck, lu à Bruxelles par Marie-Luce Bonfanti et à Paris par Luc Ponette. Extrait du Trésor des humbles, de La mort de Tintagil, de La princesse Malène, lu par Hélène Lapiower. Prise de son Yvan Charby, Jean-Michel Després, mixage Christian Fontaine, Mathieu Cavalli, une émission de Catherine Pont-Imbert, réalisée par Jean-Claude Loiseau.